Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Malgré une hausse des contrats d'apprentissage, les finances du secteur sont en baisse depuis notamment le vote du dernier budget. Alors, quel avenir pour les formations en apprentissage? On en parle dans la première partie de notre émission avec nos invités. Quelle vie mènent les psychologues scolaires aujourd'hui? Un métier nécessaire et pourtant sous-effectif et certainement assez mal compris. Marie-Pierre Lotton viendra nous en parler à l'occasion de la sortie de son livre. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais avant cela, place à l'actualité éducation du jour avec Shirley Adélaïde. Bonsoir Charlet. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la peine requise à l'encontre de l'enseignante accusée d'avoir humilié et isolé la jeune Evaëlle qui avait mis fin à ses jours. 18 mois de prison avec sursis pour cet ex-professeur de 62 ans jugé pour harcèlement moral sur mineur. Une peine prononcée hier soir au terme de 2 jours de procès. Le parquet a considéré que la prévenue avait jeté en pâture Evaëlle, 11 ans, qui s'est suicidée le 21 juin 2019. Et à ces 18 mois de prison avec sursis s'ajoute une interdiction définitive d'exercer. Ce serait un geste fort à l'attention des autres enseignants, selon la procureure, qui n'a pas mâché ses mots et critiqué la position de toute puissance ainsi que le manque d'empathie de l'ex-professeur. Le degré de manque d'empathie de Madame me sidère, ne cesse de me sidérer, a-t-elle déclaré. De son côté, la professeure, qui a bénéficié d'un non-lieu pour homicide involontaire, n'en démord pas. Elle n'a pas humilié Evaëlle, maintient-elle. Si elle arrêtait d'exercer, ce serait un soulagement pour Jonathan. Il fait partie des 2 autres élèves victimes de harcèlement dans ce procès. Qu'elle ne puisse plus exercer, ça pour moi c'est le principal, pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants comme moi, pour que la classe redevienne un espèce de vie sain et sans remarques comme quoi j'étais bête, tu devrais retourner au CP, des remarques comme ça. Et ça, il y en avait plein à chaque cours en fait. Donc c'était extrêmement rabaissant, humiliant. Pour la famille de la victime, cette peine requise à l'encontre de l'enseignante est une première étape vers la reconnaissance de ce qu'a subi la fille de 11 ans. Enfin, un professionnel, la procureure, a bien compris ce que ses enfants ont vécu, ce que Evaëlle a vécu. On se sent enfin entendu. C'est un premier pas. Maintenant, il reste le dernier pas avec les juges. Alors la professeure sera-t-elle rendue coupable du harcèlement qui a mené au suicide d'Evaëlle à son domicile? Le tribunal correctionnel de Pontoise rendra sa décision le 10 avril. Et pour lutter contre le harcèlement scolaire, des ados s'engagent aux côtés des adultes dans le collège de Mont-du-Plan à Nîmes. Un dispositif qui fait ses preuves et que l'on pourrait voir s'étendre prochainement, Shirley. Le dispositif Sentinelle a pour objectif de désigner des élèves qui sont chargés de repérer des camarades isolés à cause d'un harcèlement et d'en alerter les adultes. 10 nouvelles sentinelles viennent d'être nommées dans ce collège qui en comptait déjà 10, des garçons ou des filles, 20 au total, maintenant à porter un sweat bleu et à voir leurs photos figurer dans la documentation de l'établissement. Tous ont suivi une formation de 4 jours pour être prêts à aider leurs camarades en cas de besoin. On les écoute au micro de Ludovic Labastro d'ici Gare-Lozère. Si quelqu'un se fait harceler, pour aller le voir et pour lui poser des questions. J'ai déjà vécu et j'ai pas envie que ça se reproduise. Qu'il aille mieux, le mettre en confiance. Quand une personne va mal, elle est souvent isolée, seule. Est-ce que tu as déjà vu des gens Une fille, je pense qu'elle n'était pas vraiment harcelée, mais elle était souvent seule et elle se mettait à l'écart des autres. Du coup, on est allé la voir avec mon groupe d'amis et on l'a inclus un peu dans notre groupe. Est-ce que vous vous sentez mieux armé maintenant? C'est sûr qu'on est plus capable d'aider la personne qui se fait harceler. Et qu'après on aille en parler à des surveillants ou des adultes. Et pour la CPE de ce collège, Marie-Claude Joannet, ce dispositif est une réussite. Moi, je suis très étonnée au bout de ces 2 ans de formation, comme ils sont performants et comme ils arrivent à intégrer tous les principes. C'est quoi une sentinelle? C'est l'élève qui a envie d'apporter son aide aux autres. Il est là donc en soutien de la victime pour que les normopathes, qui sont les élèves qui sont spectateurs, qui sont fuyants et qui laissent faire, agissent pour casser ce triangle de la peur qui permet du harcèlement.
Casser le triangle de la peur qui permet le harcèlement scolaire grâce à une lutte quasi co-construite entre le corps enseignant et les élèves volontaires. Voilà peut-être de quoi inspirer d'autres établissements scolaires. Dans la lignée de l'affaire Betaram, c'est un premier procès qui s'est ouvert hier pour la communauté traditionnaliste de Riaumont dans le Pas-de-Calais. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis probatoire, ont été requis contre un ancien prêtre de Riaumont pour consultation et détention de contenu pédopornographique. Cet ancien prêtre officiait dans le village d'enfants de Riaumont, ce pensionnat pour garçons encadré par des religieux qui propose également des activités de scoutisme. Un établissement au cœur de dénonciation de violences depuis plusieurs années. De nombreux enfants y auraient subi de mauvais traitements, des agressions sexuelles, voire des viols entre les années 1990 et 2000. Ces violences, Pacôme en a fait les frais, lui qui a été scolarisé dans le village d'enfants de Riaumont entre 1997 et 2001. Son témoignage au micro de RTL. Je me souviens qu'il m'a balancé de mon tabouret, j'étais par terre, des coups de ceinture, des baffes, faire creuser un trou à 2h du matin, quand il fait -5. Le fait qu'il y ait eu un collectif a été très bénéfique, honnêtement. Ça a été une thérapie. Si le scandale de Riaumont a éclaté en 2018 seulement, les auditions d'anciens élèves du village d'enfants par la police ont commencé en 2013, plus de 10 ans d'enquête plus tard. Donc, 6 religieux ont été mis en examen pour violence sur mineurs par le parquet de Béthune la semaine dernière. Et hier, vous l'avez dit Virginie, ouverture du premier procès visant un membre de la communauté traditionnaliste. Ce dernier a nié les faits. La procédure se poursuit. En attendant, la préfecture a interdit la communauté religieuse de recevoir de jeunes scouts. Et nous suivrons bien sûr les suites de cette affaire. Alerte sur les réseaux. TikTok est-il devenu une menace pour les jeunes? Alors que 11 familles ont déjà porté plainte contre le réseau social français, une commission d'enquête parlementaire devrait bientôt plancher sur le sujet. Cette commission étudiera les effets psychologiques de la plateforme sur les enfants et les adolescents et sur son algorithme aussi très controversé, comme le souligne Laure Miller, députée macroniste, qui porte cette résolution transpartisane. Si vous avez le malheur, entre guillemets, de passer quelques secondes de trop sur une vidéo, très vite vous êtes enfermé dans les mêmes vidéos qui tournent en boucle de façon infinie. Il suffit d'être attiré par une musique un petit peu triste ou par une jeune fille qui a des traits communs avec vous. TikTok va vous proposer des vidéos similaires et certains témoignages le montrent, ça va même jusqu'à parler suicide, jusqu'à expliquer comment se suicider de la meilleure manière, et c'est ce qui en effet peut conduire des jeunes à franchir le pas. Et en réaction à la création de cette commission d'enquête parlementaire, le réseau social affirme que ces problématiques ne sont pas propres à TikTok et qu'il emploie plus de 500 modérateurs en langue française, ainsi que 6000 dédiés aux langues européennes, soit plus que toutes les autres plateformes réunies. TikTok qui a lancé hier en France et dans l'Union européenne une fonctionnalité permettant aux parents de limiter le temps que passent les adolescents sur l'application. Dans le reste de l'actualité, de plus en plus de lycéens travaillent pour se faire de l'argent à côté des cours. Alors, ils n'ont pas encore leur bac en poche, mais un petit boulot, oui, souvent sans contrat de travail. Voilà la situation de jeunes qui veulent aider leurs parents à s'en sortir. Il y a 10 ans, 1 élève sur 5 était concerné au lycée, mais depuis, le phénomène a pris de l'ampleur selon certains professeurs. Une ampleur que le CNRS souhaite quantifier en menant une grande enquête. Une bonne chose selon Sophie Vénétité, secrétaire général du syndicat enseignants SNES-FSU, qui espère mieux cerner les contours de ce phénomène afin de pouvoir le limiter. Car, je cite, on a des élèves qui voient leur avenir petit à petit grignoté par cette activité professionnelle. L'étude du CNRS a démarré cette semaine. Au total, 110 000 élèves de 630 lycées différents seront interrogés. Et dans les lycées et les collèges, les écoles et les universités aussi, on pourrait voir le retour des couverts et des assiettes en plastique. Qui sont interdits depuis le 1er janvier, conformément à la loi Egalim de 2018, une loi qui a été étendue en 2020 au service de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est un projet de décret déposé par le gouvernement qui voudrait revenir sur ce statu quo. Projet qui propose en gros de remplacer certains mots pour rectifier une faiblesse juridique. Selon le ministère de la Transition écologique, il s'agissait à la base de bannir le plastique des conteneurs
contenants servant à cuire et réchauffer, car ce sont eux qui relâchent des substances chimiques dans les aliments. Or, mentionner les couverts et les assiettes dans ce texte, comme c'est le cas actuellement, cela rendrait plus attaquable aux yeux des professionnels du plastique. Ce texte, il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions sur la page de consultation de ce projet de décret qui rassemble à l'heure actuelle plus de 1200 observations. Certains dénoncent, je cite, un gouvernement qui a cédé au lobby. On termine sur une triste nouvelle pour la presse jeunesse. Le groupe Playback a annoncé il y a quelques jours un plan de licenciement économique au sein de la rédaction. Alors vous avez peut-être grandi avec leur titre ou vos enfants, ou peut-être que vous vous en servez comme support pour vos cours en tant qu'enseignant. Le petit quotidien pour les jeunes à partir de 7 ans, et puis Mon quotidien, l'Actu, l'Écho pour les adolescents. 8 journalistes sur 30 sont concernés par ces licenciements et la direction a annoncé que le quotidien L'Actu, fondé en 1998 à destination des 13-20 ans, va disparaître sur le format actuel pour devenir un hebdomadaire. Conséquence directe de la crise de la presse, ces bouleversements inquiètent le syndicat national des journalistes. C'est un marqueur négatif dans une démocratie soucieuse de former des citoyens éclairés, aptes à déjouer les pièges de la mésinformation et de la désinformation, peut-on lire dans son communiqué, précisant que dans le contexte actuel, la jeunesse a plus que jamais besoin d'une information de qualité hiérarchisée et contextualisée. Merci beaucoup, Shirley. 3,2% d'augmentation des contrats d'apprentissage en France l'année dernière. Et pourtant, l'État a voté une baisse des budgets pour ces formations qui attirent toujours plus de jeunes et surtout séduisent les entreprises. Alors, comment concevoir l'avenir de l'apprentissage? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour parler justement de l'apprentissage, je suis ravie d'accueillir Bruno Coquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie. Naïl Moumeni, bonjour également. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau du Grand JT. Vous êtes chargé d'ingénierie juridique et plaidoyer de l'ANAF. L'ANAF, c'est l'Association des apprentis de France. Est-ce que vous voulez bien qu'on redéfinisse d'ailleurs ce qu'est un apprenti? Parce qu'il y a une petite confusion finalement. Est-ce que ça concerne toutes les filières finalement? Non, un apprenti, en fait, c'est... On prend une voie de formation qui est l'alternance. Donc l'alternance, on alterne entre une formation pratique en entreprise et une formation théorique à l'école. Quand on dit apprentissage, c'est que cette alternance se matérialise par un contrat d'apprentissage qui est un contrat particulier qui est conclu entre un employeur, l'apprenti et qui est visé par le CFA, qui a un objectif, c'est d'obtenir un diplôme ou un titre. Un diplôme ou un titre. Une différence entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprenti? Le contrat de professionnalisation, c'est une autre voie de l'alternance qui n'a pas le vent en poupe en ce moment d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les aides ont été réduites et on a une grosse diminution du nombre de contrats de professionnalisation, 24% je crois l'année dernière. Mais il y a des aides réduites et on va en parler aussi dans l'apprentissage. Ouais. Tout à fait, mais en fait le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, ils ne s'adressent pas exactement au même public, on n'a pas les mêmes limites d'âge, on n'a pas la même protection pour l'apprenant, on n'a pas les mêmes aides pour les employeurs. Donc voilà. C'est des dispositifs différents. Ouais. C'est très important de pouvoir distinguer tout ça et à quel point l'apprentissage plaît aux jeunes étudiants français. Je crois qu'il y a un peu plus d'1 million, il me semble. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, Bruno Coquet, mais un peu plus, je crois, d'1 million de... 1,50 million fin décembre, oui. Voilà, merci beaucoup. 1,50 million, une hausse, une progression de plus de 3% pour l'année 2024. Alors pourquoi cette formation plaît autant, selon vous? Alors, l'apprentissage, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet de bien s'insérer sur le marché du travail. Au sens où, quand on finit ses études, on a une période de chômage, de recherche d'emploi. Ça dépend un peu du niveau de diplôme. Quand on a un diplôme élevé, on trouve un emploi facilement, mais il faut un peu de temps. Quand on a pas de diplôme ou un diplôme un peu plus de faible niveau, on est souvent au chômage et donc, du coup, on met aussi du temps à trouver un emploi. C'est terrible de se dire quand même qu'en sortie d'études, on est systématiquement au chômage. C'est quand même un constat assez fou. Alors, disons simplement qu'il faut du temps pour trouver un emploi. Voilà, disons-le comme ça. Et d'autant plus long qu'on a un diplôme d'un niveau bas. Voilà. L'apprentissage permet de réduire ce temps d'accès à l'emploi. Pourquoi? Parce que du fait de l'alternance, on a déjà une expérience professionnelle. Et donc, du coup, il favorise l'insertion en emploi, d'autant plus que le niveau du diplôme de l'alternant est faible, justement. C'est-à-dire que quand on a un bac+5, la différence entre quelqu'un qui suit un cursus scolaire normal ou l'apprentissage, elle est très faible. Alors que pour un alternant qui prépare un CAP, par exemple, oui. Du coup, son insertion sur le marché du travail va être
beaucoup plus favorable que quelqu'un qui a juste un CAP scolaire ou qui n'a pas de CAP. Et donc, du coup, c'est très différenciant quand le niveau de diplôme est faible. Elle est vue comme un parcours d'excellence aujourd'hui, la formation, l'apprentissage ? Alors, c'est un parcours d'excellence qui est vu comme ça depuis longtemps, parce qu'on a l'exemple d'autres pays où ça marchait très bien, l'Allemagne et l'Autriche, principalement, du fait de cette facilité à s'insérer en emploi, qui du coup après a des effets à la fois sur le salaire, mais aussi sur toute la carrière, où on est moins exposé au chômage tout au long de sa vie active. Donc du coup, de ce point de vue-là, c'est un parcours d'excellence vers l'emploi. Après, le diplôme obtenu, il est le même. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'insertion et donc de chômage et d'emploi. Et ça relève de quel ministère? C'est l'éducation? C'est l'enseignement supérieur? C'est le travail? C'est quoi? Alors là, c'est un peu tout, c'est-à-dire on ne sait pas, mais en tout cas, les aides sont sur le budget du ministère du Travail. Donc voilà, en France. D'où la complexité. D'où la complexité. Si on regarde en Allemagne, par exemple, les aides sont sur le budget du ministère de l'Éducation. Peut-être qu'on aurait eu plus de chance si ça avait été sur le ministère de l'Éducation, à votre avis, ou pas? Non, on aurait une chance si les comptes étaient faits. Notre problème, c'est que justement, on ne fait pas le compte. Et donc, voilà, clarifier les comptes est un gros enjeu de la politique d'apprentissage aujourd'hui. Alors, parlons-en, parce que c'est quand même le cœur du sujet, ces aides qui ont été réduites. Alors, au départ, il me semble, c'était 8 000 € qui étaient versés à l'entreprise, donc qui embauchait, c'est ça? On peut dire embauchait comme terme ou pas? On peut dire embaucher parce que les apprentis sont des salariés. Voilà, ils sont salariés. Donc, embaucher l'apprenti en question. Puis, ça a été diminué, je crois, à 6 000 €. Puis maintenant, on est à 5 000 €. Et ça ne concerne que la première année en plus d'embauche. C'est bien ça? En fait, depuis la réforme de 2018, une aide unique a été mise en place qui, elle, se décaissait sur 3 années et qui, effectivement, était à 8 000 € pour les apprentis majeurs et qui était à 5 000 € pour les mineurs. Oui. En fait, le but de cette première aide, c'était de rendre, pour les moins de 21 ans, le coût de l'embauche quasiment nul et de le réduire plus l'âge augmentait. Ensuite, il y a eu Ce qui était donc intéressant pour les entreprises et évidemment pour l'apprenant. Exactement, parce qu'il avait des facilités à être recruté, parce que le dispositif d'apprentissage était attractif. Puis, il y a eu la crise sanitaire et le plan de relance du Covid. On a mis en place une aide exceptionnelle qui, je ne me souviens plus exactement du montant. C'est 8 000. En fait, avant, c'était pas tout à fait 8 000. C'est vrai, pardon. C'était 4 000 puis 1 000. Avec la crise sanitaire, on a mis en place une aide exceptionnelle qui était cette fois-ci à 8 000 € pour les apprentis majeurs. Et bon, cette aide exceptionnelle, elle était censée être exceptionnelle, mais elle a été reconduite plusieurs années. On est passé ensuite à 6 000 € pour simplement la première année. Et maintenant, effectivement, on a baissé cette aide qui est passée à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, à 2 000 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. Elle s'est maintenue à 6 000 € pour les personnes qui... Sans situation de handicap, c'est ça? C'est ça, exactement. Bon, maintenir l'inclusion. Comment expliquer cette baisse du budget? Vous parlez effectivement des comptes qui n'étaient pas faits. Alors, il faut bien voir pourquoi on aide l'employeur à embaucher un apprenti. Oui. On l'aide parce que pour l'apprenti, c'est très bon, puisque c'est différenciant sur son inclusion dans le marché du travail à la sortie, une fois qu'il a son diplôme. Donc, historiquement, on a toujours aidé fortement les apprentis préparant un diplôme de bac ou de moins du bac, c'est-à-dire CAP, CE, BEP en général. Ce qu'a changé la crise sanitaire, c'est qu'on a arrêté de cibler cette aide. Et non seulement on l'a gonflée, c'est-à-dire elle a été doublée la première année en fait, et lorsqu'elle est passée à 8 000 €, et en plus elle était ouverte à tous les étudiants, y compris ceux qui s'inséraient très bien sur le marché du travail. Donc ça c'est le premier problème. L'arrêt du ciblage. Donc ça a créé un appel d'air parce que ça a fait une espèce de promotion en bout de rayon, où on a dit aux gens, allez regarder dans le rayon, l'apprentissage c'est un truc intéressant. Mais pourquoi on a cherché à faire cela? Pourquoi plus de ciblage? Alors, dans la crise sanitaire, oui. c'est le plan de relance est adopté au 1er août 2020. À ce moment-là, tout le monde craignait un effondrement du marché du travail, et donc du coup, on a ouvert les vannes sur tout un tas de choses, en particulier sur le marché du travail, sur des dispositifs d'embauche des jeunes. Il y a une aide à l'embauche des jeunes de 4 000 € plus l'aide à l'apprentissage. Dès la fin de l'année, on avait très bien compris que le marché du travail des jeunes, il n'y avait pas de problème. Donc, du coup, l'aide à l'embauche des jeunes s'est arrêtée en avril 2021, mais l'aide à l'apprentissage a continué. Alors, pourquoi elle a continué? Parce qu'elle favorisait beaucoup les chiffres du marché du travail. Elle augmente le taux d'activité des jeunes, puisque d'étudiants, c'est-à-dire inactifs, ils deviennent actifs, et leur taux d'emploi... Et du coup, ça baisse leur taux de chômage. Je n'expliquerai pas ici pourquoi, mais par ailleurs, on sait que depuis ce temps-là, le nombre de chômeurs jeunes n'a pas baissé.
Donc c'est juste un artifice statistique de changement de catégorie. Bon bref, donc on avait un intérêt du gouvernement à maintenir une aide extrêmement forte qui créait cet appel d'air. Mais cette aide, elle ne représente que 20% du coût d'un apprenti. C'est l'aide à l'embauche par l'employeur. Mais les apprentis ne touchent pas directement cette aide. Mais pourquoi ils sont intéressés? C'est parce que dès lors qu'ils rentrent dans un contrat d'apprentissage, ce qui était payant avant pour eux dans l'enseignement supérieur, la plupart du temps, est gratuit, puisque France Compétences finance les dépenses de formation, pour faire court, et en plus, l'étudiant a un salaire puisqu'il est apprenti. Et donc, du coup, formidable. Donc, l'employeur, il gagne parce qu'il a une aide à l'embauche, et puis des exonérations de charges, etc. L'apprenti, il y gagne parce qu'il a un salaire et ses études deviennent payées. Et donc, du coup, le fait d'avoir laissé cette aide à l'embauche très intéressante, et donc les gens allaient voir en rayon ce dispositif apprentissage, je le trouverais très intéressant. Tout le monde en bénéficiait. Et à partir de là, vous avez eu un appel d'air considérable. Considérable. Et d'autant plus qu'il y avait un objectif présidentiel d'atteindre 1 million d'apprentis que la réforme de 2018 à elle seule n'aurait pas permis. Et donc il y avait cet enjeu aussi, électoraliste donc. En termes de promesses en tout cas du gouvernement, d'essayer d'atteindre l'objectif d'1 million d'apprentis, 1 million de nouveaux contrats signés. A priori, on ne l'atteindra pas, mais on s'en est quand même pas mal approché. Mais c'était quand même bénéfique, vous le dites clairement, pour les entreprises comme pour les apprenants. La NAF, on considère que le développement de l'apprentissage est évidemment bénéfique pour plein de raisons, pour lutter contre la précarité, favoriser l'égalité des chances. Et côté employeur, on investit dans les compétences, on réduit des problèmes de recrutement dans des secteurs en tension. Donc nous, on les voit, les bienfaits de l'apprentissage, et les apprentis à qui on parle chaque jour le constatent également. L'apprentissage, c'est super. Il faut dire ça. C'est un dispositif excellent du point de vue du marché du travail. Le problème, c'est le prix. C'est aujourd'hui un étudiant du supérieur. Si on prend juste le supérieur, c'est en moyenne un peu plus de 11 000 euros par an. Oui. Ça coûte en fonds publics. Oui. Un apprenti, en moyenne, c'est-à-dire tout compris supérieur et secondaire, c'est 25 000 euros par an. Oui, d'où l'aide nécessaire. Voilà. Non, le point, c'est que non, ça n'est pas nécessaire. C'est juste inefficient. C'est-à-dire, ça devrait coûter moins cher, ce qui ne retire rien à la qualité de ce type de formation en alternance. Mais on ne peut pas se dire que, à ce prix-là, l'investissement public est efficient et l'argent serait sûrement utilisé mieux dans d'autres formes d'aide que dans celle-ci. Voilà. D'accord, je comprends. C'est le fait qu'il y ait une réduction, effectivement, donc je le répète, on est passé de 8 000 à 6 000 à 5 000 pour les entreprises de moins de 250, c'est ça, les employés. Et on parlait de la première année. Est-ce que cela pousserait donc du coup les entreprises à ne faire fonctionner ces contrats que sur la première année? C'est possible, ça? En théorie, un contrat d'apprentissage doit être conclu pour la totalité de la période d'apprentissage. Donc si, par exemple, une personne qui va faire sa licence en apprentissage, le contrat doit, en théorie, durer 3 ans. Mais ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il y a des ruptures de contrat. Et quand il y a des ruptures de contrat, l'employeur bénéficie d'une aide à l'embauche, l'apprenti va potentiellement aller chez un autre employeur et va à nouveau bénéficier de l'aide. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation des coûts qui, ici, est évitable si on met en place des mesures pour lutter contre les ruptures de contrat. Mais effectivement, l'aide, elle n'est là que pour la première année. L'apprenti est censé rester plus d'1 an dans son emploi. Quel est le salaire d'un apprenti, s'il vous plaît? Ça dépend en fonction de son âge. Un question de pourcentage, à peu près, par rapport à un SMIC? Les apprentis de 26 ans et plus sont à 100% du SMIC, 21-25, on est entre 50 et 70% du SMIC. Donc en fait, c'est modulable en fonction de l'âge et l'année d'exécution dans le cycle de formation de l'apprenti. Sachant qu'il y a une école aussi que vous faites en parallèle. Comment ça? C'est l'alternance. Oui, c'est l'alternance. Et l'école est comptée comme du temps salarié où on reçoit toujours le salaire. D'accord, l'école est comptée comme du temps salarié, d'accord. S'ajoute à cette réduction une baisse des moyens alloués par l'État aux régions, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire dans le fonctionnement des formations, c'est ça? Alors, la réforme de 2018 a consisté à enlever aux régions la responsabilité de l'apprentissage qu'elles avaient depuis la loi de décentralisation, si ma mémoire est bonne, donc 80 ou 83, je ne sais plus. Pourquoi? Parce que ça ne marchait pas. Alors qu'est-ce qui ne marchait pas? C'est que, en fait, il y avait des centres de formation d'apprentis qui offraient des formations qui n'intéressaient pas les employeurs et donc qui étaient vides. Et en revanche, les formations qui intéressaient les employeurs, elles, n'étaient pas proposées par les CFA des régions. Et donc, c'est un problème. Donc du coup, c'est appelé libérer l'offre, si je fais très court dans la loi de 2018, c'est-à-dire laisser les branches décider et les établissements de formation proposer des formations demandées par les employeurs.
coup, ça a très bien marché d'une certaine manière, puisque on voit bien qu'il y a cette rencontre de l'offre et la demande. Alors, les régions ont toujours des petits budgets pour aider autour de l'apprentissage, sur le logement, le transport de l'apprenti et des choses comme ça. Des fois, pour des formations locales, probablement qu'on est allé un petit peu trop loin, c'est-à-dire qu'on aurait probablement besoin que les offres de formation soient bien adaptées aux besoins de la région. Par exemple, si vous voulez former un boulanger et que vous êtes à Gap, si votre apprenti il est obligé d'aller à Lyon pour se former dans un centre de formation d'apprentis parce qu'il n'y en a plus à Gap, qu'est-ce qui se passe? Le boulanger de Gap ne peut pas l'embaucher alors que c'est lui qui en a besoin. Vous voyez ? Oui, effectivement, et donc, du coup, ça nécessite une finesse d'analyse et de subventions régionales, probablement. Combien de parcours de formation y a-t-il à peu près? On a un chiffre? On en avait un peu plus de 800 000 possibles, en théorie. 800 000, je ne me rends pas compte, c'est beaucoup, 800 000? C'est à peu près autant que d'apprentis. Donc, c'est énorme. Donc c'est énorme. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut repenser? Est-ce que c'est pas la logique aussi du nombre de formations possibles qui fait qu'on est un peu trop éparpillé? Je pose une question peut-être un peu, vous allez me sauter dessus, mais le fait est, comme Bruno Coquet l'a rappelé, qu'on a libéralisé l'offre. Donc si des CFA ouvrent des formations et qu'il n'y a pas d'apprentis dans ces formations, les classes ferment. Donc s'il y a autant de formations et que ces formations restent, c'est bien parce qu'il y a une certaine demande et qu'il y a des apprentis qui sont présents dans ces formations. On parlait de lutte contre les inégalités scolaires tout à l'heure. Vous me disiez que ça permettait effectivement l'apprentissage aussi de lutter contre ces inégalités. De quelle manière? Parce que l'apprentissage, ça permet à une personne qui est dans une formation diplômante de bénéficier d'un salaire, de bénéficier d'une expérience professionnelle, avec des facilités de recrutement parce qu'on a mis en place ce système d'aide et donc qui nécessairement réduit la précarité et favorise l'égalité des chances derrière. Mais l'égalité des chances, on en parle souvent en disant qu'un enfant qui naît dans une famille qui n'a pas les mêmes chances, etc., va réitérer malheureusement et n'aura pas les mêmes chances d'apprentissage plus tard. Est-ce que par rapport à l'apprentissage, on a une chance aujourd'hui de se dire qu'on peut arriver à une réelle égalité des chances? En tout cas, on peut s'en rapprocher puisque l'apprentissage permet d'avoir un salaire dans une formation diplômante. Donc des personnes qui auraient potentiellement arrêté leur parcours de formation avant parce qu'ils ne voulaient pas s'enliser dans des formations trop théoriques trop longtemps, poursuivent des études en apprentissage parce que ce dispositif existe et il leur permet de travailler, d'obtenir un salaire et d'être diplômé. Donc c'est là-dessus qu'on voit des réductions en matière d'égalité des chances, enfin en tout cas des améliorations dans ce domaine-là. Amélioration notable? Moi je pense pas qu'on puisse dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de jeunes de milieux défavorisés qui n'auraient pas eu accès à l'enseignement supérieur, qui y ont eu accès de ce fait. Mais il y a aussi plus de jeunes de milieux favorisés qui y ont eu accès, et en plus grand nombre proportionnellement. Donc du coup, c'est un effet de la marée, tous les bateaux montent avec la marée. Et donc du coup, ça, c'est un petit peu ambivalent. Le problème, c'est que quand on va faire des évaluations dans les années qui vont venir, on va évaluer que ça a favorisé justement probablement l'insertion de jeunes de milieux défavorisés, mais ce point va se réguler. Donc ce point est tout à fait contestable. Et un résultat probablement plus ciblé aurait pu être obtenu en mettant plus d'argent dans les bourses. Parce que là, on sait tout de suite qu'on donne l'argent à des jeunes qui vont avoir un problème d'insertion sur le marché du travail en raison de leur origine sociale, enfin de l'origine sociale des parents. Et donc, du coup, une politique comme ça, on sait partout, c'est plus efficace. Voilà. Et là, on donne de l'argent à tout le monde, indépendamment de ses capacités à entrer sur le marché du travail. Et ce qu'on fait en plus, c'est qu'on translate la difficulté d'insertion en emploi à la difficulté à trouver un contrat d'apprentissage. On a des écoles comme Sciences Po, par exemple, qui ont des droits progressifs. Ça veut dire quoi, un droit progressif? Les droits d'inscription sont d'autant plus chers que les parents ont un revenu élevé. Oui. Or, il se trouve que les jeunes issus de milieux favorisés ont plus de facilité à trouver un contrat d'apprentissage, comme ils avaient auparavant plus de facilité à trouver un emploi. Oui. Tous ces gens étant admis à Sciences Po. Et il se trouve que dans certaines sections de Sciences Po, l'année dernière, on se retrouvait avec des jeunes issus de milieux défavorisés qui devaient payer leurs études et qui étaient les seuls à les payer puisqu'ils avaient eu plus de mal que les autres à trouver un contrat d'apprentissage. Donc il faut faire attention à ça, c'est qu'en fait on déplace les effets, mais quand on n'a pas une politique ciblée, il n'y a aucune raison que ces effets soient
très différent de la moyenne, quoi. Bruno Coquet, vous êtes le seul à le penser, ce que vous dites, quand vous parlez de ciblage, en l'occurrence, effectivement, à la fois de l'argent, enfin des finances publiques, des entreprises. Vous êtes nombreux, j'imagine, à avoir porté cette parole. Vous n'êtes pas entendu du tout ? Que vous dit le ministère du Travail, en l'occurrence, ou l'éducation, ou l'enseignement supérieur, ou de tous les ministères groupés ? Alors, il y a une inquiétude, on va dire. Il y a une inquiétude budgétaire. Alors, la situation budgétaire aide à ça, mais indépendamment de la situation budgétaire, tout le monde prend conscience qu'il y a quand même des soucis, que c'est extrêmement cher et qu'en termes d'insertion, on n'y gagne pas forcément à faire ce qu'on a fait pour tous les étudiants du supérieur. La première chose, c'est se mettre d'accord sur les comptes. Entre France Compétences, moi-même et la Cour des comptes, il y a 10 milliards d'écart par an. Sur le passé, je ne parle pas de la prévision. Donc du coup, quand vous êtes dans une situation comme ça, normalement, la première chose à faire, quand je dis 10 milliards, c'est à peu près entre 14 milliards par an et 25 milliards par an de dépenses. Ah oui, vous ne plaisantez pas, donc il y a un vrai problème de compte public quand même. Sur le passé. C'est-à-dire que normalement, on met tout le monde autour d'une table et en 3 semaines, on se met d'accord. Mais ce travail-là n'est pas fait. Mais donc, pourquoi, pardon, mais je répète des questions bêtes, mais pourquoi c'est pas fait Alors, d'abord parce qu'on avait ce million d'apprentis en objectif, et donc du coup, il y avait quand même une donc on a coché une croix, on s'est dit super électoralement, on a fait. Et surtout, il était interdit de dire des choses dans la politique gouvernementale jusqu'à ce qu'on ait ces problèmes budgétaires macroscopiques, en fait, qui se révèlent. On l'a identifié assez tôt d'ailleurs. On sait qu'on avait des prédictions qui étaient fausses dès la première année de la réforme. Oui, mais après, il y a l'effet de la réforme qu'il faut distinguer. Le point, c'est que là où tout le monde devrait être d'accord, c'est ce qu'on a dépensé l'année dernière. Or, l'écart est gigantesque. Il n'y a aucune politique où l'écart est si grand. Donc ça, c'est un point extrêmement important. L'autre point important, c'est que le Parlement ne vote pas sur ce que ça va coûter. Ça, c'est un cas unique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Parlement ne vote pas les budgets des agences comme par exemple France Travail ou France Compétences. Alors quand c'est France Travail, c'est tout le temps à peu près la même chose, sauf que France Compétences, on est passé de je sais pas, je vais pas le chiffre en tête, mais 2,5 milliards à 10 milliards de dépenses par an. Qui leur alloue le budget à France Compétences ? Eh bien, en fait, qui leur alloue le budget, c'est un budget rectificatif ou une subvention d'équilibre qui vient à l'année N+1, enfin l'année suivante, qui permet de combler la dette. Mais votée ni par le Sénat ni par l'Assemblée. La subvention d'équilibre, comme on appelle ça ex post, après coup, elle est votée par le Parlement. Mais quand je dis c'est pas voté par le Parlement, c'est la décision de financer une politique. Normalement, elle est votée par le Parlement. Oui. Là, non, elle n'est pas votée. De fait, elle est de fait. Elle est exclue du champ de... En gros, le Parlement, il vote sur à peu près la moitié de la dépense. Et donc, du coup, ça, c'est une difficulté parce qu'il y a eu une absence de contrôle parlementaire. Donc, tout le monde... Il y a eu des commissions... Donc tout le monde s'inquiète, mais tant que vous n'avez pas un tableau comptable clair, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Donc du coup, l'urgence, c'est de faire ça. Or, l'urgence, elle a consisté surtout à donner des coups de rabot. Or, quand vous donnez des coups de rabot dans une politique, eh bien, vous tapez sur les bons et les mauvais. Et donc, du coup, en termes d'efficience, c'est très mauvais. Donc, il faut d'abord aller chercher à la source, comme souvent, d'ailleurs. Voilà la morale de l'histoire. Bruno Coquet, merci d'être venu sur le plateau du Grand JT, docteur en économie. Naïl Moumeni, merci beaucoup également d'être venu, chargé d'ingénierie juridique et plaidoyer de l'ANAF, l'Association des apprentis de France. Merci à vous. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marie-Pierre Lotto. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue scolaire et surtout vous avez écrit ce livre, auteur de Être psychologue scolaire aujourd'hui. Concrètement, que faire un métier pour favoriser l'épanouissement à l'école? Et c'est paru aux éditions Tom Pouce. L'épanouissement à l'école, oui, grande question. On en parle beaucoup aujourd'hui. L'épanouissement, évidemment, de tous ceux qui font l'école aussi. C'est une réalité. Vous en faites partie, les psychologues scolaires, les enseignants, on parle beaucoup d'eux. Mais il y a aussi tous ces enfants
enfants qui sont à l'école et qui parfois, souvent, malheureusement, ont du mal à la fois avec l'apprentissage, avec les règles de l'école, les règles à la maison, beaucoup de sujets. On va en parler, on va le détailler ensemble, bien entendu. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire, psychologue scolaire, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est à la fois être psychologue et fonctionnaire? C'est quoi? C'est faire partie à la fois de l'éducation nationale et en même temps être dans une bulle? Alors, pas nécessairement. Alors, déjà, le nom psychologue scolaire est un terme générique qu'on a choisi de laisser tel que, mais qui n'existe plus. Oui, on dit psychologue de l'éducation nationale, c'est ça? Voilà, on dit PsyEN, mais dans le langage courant, on continue de dire psychologue scolaire. Donc, c'était un choix, effectivement, de vulgarisation ou en tout cas d'accessibilité au grand public que de laisser le terme de psychologue scolaire. En fait, les formations ont évolué, le recrutement a évolué. Donc, aujourd'hui, parmi les psychologues de l'éducation nationale, d'abord, il y a celles qui sont EDA, donc dans l'élémentaire, et puis celles qui sont EDO dans le secondaire. Donc on fait partie d'un même corps de métier, mais nos terrains de travail sont quand même très distincts. Voilà. Et il peut y avoir des psychologues qui ont donc un master 2, qui ont passé le concours. Les formations, c'est une chose, on va y venir avec plaisir, mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir, la question être psychologue scolaire, ça veut dire quoi exactement? Vous avez quel rôle? Parce que c'est pas très défini réellement pour tous ceux qui nous regardent. Il y a des gens qui sont dans le domaine de l'éducation et puis aussi plein de familles. On ne sait pas réellement quel est ce rôle. Alors, j'aurais eu tendance à dire on est d'abord psychologue. Mais il reste encore dans les écoles d'anciens enseignants qui ont passé en fait leur diplôme et qui ont avant tout, on va dire, le bagage, le patrimoine de l'éducation nationale. Là, depuis le changement de titre, ce sont avant tout des psychologues et notamment des psychologues cliniciens qui donc ont fait des études universitaires complètement en dehors du champ de la pédagogie, qui vont passer un concours et ensuite qui vont découvrir cet univers du scolaire comme ils pourraient découvrir l'univers du médical, l'univers associatif, enfin tout autre univers. Donc petit à petit, j'aurais tendance à dire qu'on est avant tout psychologue, tandis que ce n'était pas forcément le cas pour les anciens professionnels qui sont mes collègues. Enfin, moi, ça fait 25 ans maintenant que je travaille 25 ans, oui. Mais alors, à l'époque de plusieurs générations avant, qui était psychologue scolaire? C'était les enseignants? Des enseignants. Qui se formaient petit à petit à ça? Alors, des enseignants ou qui pas, avaient... Alors, si elles étaient formées, c'était une formation interne. Alors, au démarrage à un niveau doc, puis un niveau licence, puis un niveau maîtrise, et qui pouvaient prétendre à passer... le DEPS, le diplôme vraiment de psychologue scolaire, donc qui n'avait pas de numéro ADELI, qui n'avait pas de possibilité d'intervenir en dehors du milieu scolaire et qui fondamentalement étaient avant tout des pédagogues. Voilà. Et oui, des pédagogues. On le disait, c'est un métier évidemment essentiel et on va encore une fois y revenir. Mais vous savez, quand on parle de psychologie, tout d'un coup, les Français se disent mais on en a besoin, on adore, on a un mal-être fou, on le voit, les sondages sont terribles. Quand on parle des sondages chez les jeunes, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 68% des jeunes disent reconnaître un mal-être. Et le chiffre est un petit peu en dessous quand on parle vraiment de dépression, mais il est quand même très élevé aujourd'hui. Et si on l'étend à la population française, il est malheureusement aussi élevé. Et pour autant, les Français sont fâchés avec les psys. Alors les psys, c'est vaste, hein. Il y a le psychologue, le psychiatre, le psychanalyste, c'est très vaste. Mais pourquoi on est fâché en France avec ce domaine-là? On en a peur peut-être? Alors, je pense que ça peut effectivement être un peu diabolisé, mais de moins en moins. Vraiment, l'accueil de l'intervention du psychologue par les familles est, je trouve, de plus en plus favorable. Et l'idée aussi, et d'ailleurs avec cet écrit qui s'adresse aux familles, c'est comment aussi les familles de plus en plus nous sollicitent en tant que psychologues des écoles. Et le choix de cet ouvrage, c'est vraiment de pouvoir également dire qu'on n'intervient pas simplement à la demande des enseignants, ou à la demande de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, à la demande d'un inspecteur, enfin à la demande de structures, à la demande de professionnels extérieurs, mais on intervient de plus en plus à la demande des enfants eux-mêmes. Oui, qui viennent spontanément vous voir. Hein. Alors, ça arrive, c'est pas forcément le circuit de la demande, mais ils peuvent en tout cas faire savoir qu'ils souhaitent être rencontrés, souvent via le biais, enfin par l'intermédiaire de leur enseignant ou par l'intermédiaire de leurs parents. Et les parents, du coup, nous joignent.
Voilà, donc on est de plus en plus en charge de situations qui nous sont amenées par les enfants eux-mêmes ou la famille des enfants. Alors les situations, vous les listez évidemment dans cet ouvrage qui est très complet, qui à la fois explique comment on peut devenir justement psychologue scolaire, enfin psy-EN aujourd'hui puisque c'est le nom adéquat, et puis surtout la diversité de toutes les pratiques effectivement autour de ce métier. Mais ces difficultés que vous rencontrez, enfin, en tout cas ce que vivent ces élèves aujourd'hui, elles sont listées notamment, il y a l'adaptation scolaire, l'inadaptation évidemment, les comportements déviants, les troubles par exemple de l'alimentation, les difficultés d'apprentissage, l'échec scolaire, c'est assez nombreux, le mal-être, le harcèlement, les élèves porteurs de handicap. En fait, quand on fait la liste, je me dis mais comment vous arrivez à gérer ça, sachant que vous êtes tellement peu nombreux et nombreuses, si je puis dire, parce qu'il y a peut-être plus de femmes que d'hommes dans ce métier? Alors, je pense que c'est le souci, c'est davantage celui-là, effectivement. C'est l'étendue des missions qui nous laisse une grande amplitude, une grande possibilité d'intervenir dans des secteurs différents et des effectifs, des secteurs d'intervention qui sont trop importants pour qu'on puisse le faire d'une façon, optimale. Alors, efficace, quand on est sur une situation, on essaye quand même d'aller au bout de cette situation, ou en tout cas de trouver des relais pour que la situation soit traitée dans son ensemble le mieux possible, qualitativement parlant. Mais par contre, je pense qu'on passe à côté de certaines situations, soit parce qu'on n'est pas sollicité, soit parce que on la juge moins urgente ou que d'autres urgences sont arrivées avant. Donc voilà, on a effectivement, malgré tout, en tout cas, je parle pour moi, j'ai du mal à être sur tous les fronts, car nos secteurs sont importants, et puis qu'il peut y avoir également des secteurs qui sont découverts. Auquel cas, quand un secteur est découvert, c'est pas du tout normal que tel secteur puisse avoir un psy, peut-être même qui est là depuis un certain temps et qui a des habitudes de pratique. Un autre secteur, une psy débutante, je suis désolée, mais effectivement, qui apprend à découvrir le métier. Et puis un autre secteur où il n'y aurait personne. Du coup, il y a ce qu'on appelle un grand RASEL, avec un inspecteur qui chapeaute et qui permet effectivement à ce qu'il y ait une mouvance des différentes psys sur les différents secteurs, parce que ce serait totalement injuste et inégal qu'un secteur soit super bien garni avec une psy qui a de l'ancienneté et un autre secteur qui ne puisse pas fonctionner avec de psy du tout. Et du coup, il peut nous arriver d'intervenir sur d'autres écoles que les nôtres, dans lesquelles on a moins d'habitude de fonctionnement, on a moins de liens avec les familles, avec les collègues. Or, quand on est vraiment implanté dans un secteur, on commence à avoir des habitudes de fonctionnement et des connaissances des fratries, des familles. Il y a une confiance qui s'installe au niveau des parents qui me semble indispensable. Et c'est cet éparpillement qui peut effectivement poser souci, d'où l'intérêt de cet ouvrage pour donner envie à d'autres psys de passer le concours. Passer le concours, on a besoin de vous. Voilà. C'est ça, voilà. Il reste des secteurs découverts. Mais oui, alors donc ça veut dire que vous n'êtes pas affilié à un établissement en particulier, mais à un secteur. Mais à un secteur, c'est ça. Donc, ce qui veut donc dire que, fatalement, les élèves, si jamais ils ont besoin de vous voir, un élève a besoin de vous voir, il peut retrouver effectivement un bureau vide. Il peut être face à une porte. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, comment justement réussir à avoir un continuum avec ces élèves et ces familles qui ont besoin de vous? Alors, on a un agenda dans lequel on écrit, on crée un papier avec une gomme, on met des flèches, enfin voilà, c'est un peu le bazar, mais on essaye effectivement de s'organiser. Moi, je ne suis jamais parvenue à avoir un jour fixe sur une école, parce qu'on a des équipes éducatives, on a des équipes de suivi de scolarisation. En fait, on a un certain nombre de réunions qui s'organisent indépendamment de notre volonté. Donc du coup, on se retrouve à devoir aller sur différentes écoles. Sur une même journée, on peut être sur plusieurs écoles en même temps. Je ne doute absolument pas de votre capacité effectivement de travail. En revanche, j'ai du mal à comprendre comment on peut suivre un enfant, par exemple, qui exprime un profond mal-être, une véritable situation de dépression qui dure dans le temps. En fait, vous êtes un lien, un médiateur finalement entre un autre psychologue extérieur et la famille? Pas de suivi, effectivement, thérapeutique au sein des écoles. C'est à l'époque de la politique inclusive où, effectivement, on est censé prendre soin des enfants. C'est peut-être le moment où le psy va prendre le moins soin dans la durée, puisqu'en fait, les prises en charge vont être externalisées, avec des CMP, CMPP qui sont engorgés. Et bon, là, on a le parcours psy, on va pas aborder le sujet, mais qui va peut-être permettre de désengorger. Mais on adresse pour des suivis continus, des suivis au long cours sur l'extérieur. En revanche, pour un enfant qui a besoin d'être vu un certain nombre de fois sur une école, l'enfant vient une première fois parce qu'on lui a donné un petit rendez-vous. Alors moi, je procède avec le petit post-it, je dis à l'enseignante, voilà.
quand il vient en rendez-vous, je lui redonne un rendez-vous, en veillant à ce que ce ne soit pas sur un créneau piscine, en veillant à ce que ce soit sur un temps où je suis déjà sur l'école. Enfin, on s'en débrouille, mais je vais le revoir. Alors, je vais le revoir peut-être 15 jours après, peut-être 3 semaines après, peut-être même 1 mois après. Mais voilà, en fonction aussi des disponibilités et de l'urgence. De l'urgence. Si un enfant a besoin de vous voir souvent, parce qu'il y a aussi ces situations malheureusement bien souvent trop répétées de harcèlement, vous êtes là aussi en réponse à cela? Alors non. Soyons honnêtes. Non, on peut effectivement même nous appeler et on vient un petit peu comme un pompier rapidement. Mais heureusement, on a d'autres dispositifs et notamment le dispositif phare avec des ambassadeurs bien-être qui sont sur les écoles. Donc on a des relais et puis on n'est pas tout seul. A priori, on n'est pas tout seul. On a un RASED, donc on a un poste. Alors pareil, on dit encore poste E, poste G, sont plus tout à fait les noms d'actualité, mais on a d'autres partenaires dont je décris les différents rôles. Voilà, et donc on passe le relais. Mais vous dites a priori, on n'est pas tout seul. Ça veut dire quand même que par moment vous vous sentez seul, par moment vous vous dites quand même, on a vraiment besoin d'être aidés en plus. Nos élèves ont besoin d'être aidés. Alors, je pense qu'il y a besoin de davantage. Vous pouvez parler ici, vous savez. Oui, non, davantage de temps de psy dans les écoles, ça c'est une évidence. Vous posez la question aux enseignants, ils vous diront oui. C'est-à-dire qu'ils nous voient passer quand même pas mal en coup de vent. Et puis on a beaucoup de demandes qui ne répondent pas immédiatement à la souffrance de l'élève. Les bilans, les orientations, enfin les compositions de dossiers MDPH. On a aussi beaucoup de charges administratives. Donc on peut aussi être dans le bureau et pas forcément être disponible pour l'élève. Après, donc ils mettent un petit mot sous le bureau, ils mettent un post-it. Il y a plein de moyens. Les parents nous appellent. Enfin, oui. Une petite boîte aux lettres, en fait, où on peut glisser un petit mot, j'ai besoin de vous parler. Vous êtes, en fait, finalement, pour les mots assez employés, assez souvent à l'encontre des psychologues scolaires, c'est évidemment une écoute, mais aussi un médiateur. Et vous êtes aussi, finalement, l'œil, c'est-à-dire que l'œil et l'oreille, pour pouvoir tout de suite réagir si vous voyez une situation de dysfonctionnement. Oui. En fait, on va dans les classes. Je vais particulièrement beaucoup dans les classes en observation, souvent pour voir les enfants EBP, enfants à besoins particuliers, donc des enfants qui ont un PPS, projet personnalisé de scolarisation, ou qui vont en avoir un, pour voir les adaptations pédagogiques, relationnelles, scolaires dont ils ont besoin, ou pour voir s'ils ont déjà été établis en ESS, s'ils sont bien mis en place. Donc, je ne dis pas qu'il y a une dimension de surveillance, mais il y a quand même une veille au bien-être de l'enfant qui va passer également par, voilà, je suis dans la classe et est-ce que les conditions sont optimum? Est-ce qu'elles sont déjà au moins à minima celles qu'on a préconisées lors des bilans, lors des réunions où des partenaires extérieurs ont pu venir dire ce qu'il fallait ajuster pour l'enfant. Un livre très complet, évidemment, à retrouver. Vous verrez tout, vous apprendrez tout sur les formations, bien sûr. Et je pense que c'est tout aussi important de parler de tous ces sujets sur ce plateau. La place des parents aussi, parce qu'on parle beaucoup des enfants. Mais bien entendu, les parents sont souvent perdus. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a une intrusion des parents dans le domaine de l'école. Le lien avec les parents, justement, les enfants et l'école, ça aussi, c'est un sujet important. Est-ce que vous êtes là aussi pour améliorer ces liens avec l'institution? On est médiateur. On est médiateur. Alors, il y a un médiateur de la République, d'un point de vue administratif, il y a des choses aussi, puis il y a l'inspecteur, enfin voilà. Mais dans un premier temps, quand quelque chose semble un petit peu se conflictualiser, ou s'il y a des quiproquos, des incompris, que ce soit l'enseignant ou la famille, le psy va vraiment pouvoir être à l'interface et aller comme une petite souris dans la classe pour voir ce qui s'y joue, ce qui s'y passe. Et puis voir ce qui se passe dans les familles aussi? Alors non. On ne va pas aller voir dans les familles. En revanche, lors des entretiens avec les familles nous déposent un certain nombre d'éléments qui peuvent être secrets. Mais en revanche, nous, on peut avoir en tête que, mince, en ce moment, pour cet enfant-là, c'est compliqué. Il se passe des choses. Donc, sans rien en dire à l'enseignant, on va quand même pouvoir lui expliciter que ce qui se joue à l'école n'est qu'une, on va dire, une voie d'expression d'un mal-être qui se joue ailleurs également. Et ça va me permettre un accueil plus serein de la problématique en n'imaginant pas que c'est purement scolaire. Dernière petite question très rapide, mais évidemment, dans le métier de psychologue scolaire, il y a aussi l'orientation. Vous faites aussi cela, conseiller les enfants, les élèves sur des voies. Alors, dans le secondaire, c'est vraiment le rôle de mes collègues. Nous, dans le primaire, les enfants... Dans le primaire, non, évidemment. Voilà, sont vraiment dans le secondaire. trop jeunes.
Alors, il arrive quand même qu'en CM2, parfois avec 1 an de maintien, on projette pour l'enfant un parcours en SECPA et que certains enfants aient un projet professionnel. Ça peut surprendre, mais des enfants ont. Et d'ailleurs, c'est un moteur pour eux que ce projet. Et donc, on peut le travailler ensemble. Mais ça reste quand même à la marge. Quand je parle d'orientation, ça va être effectivement la SECPA. Mais nous, on n'est pas décisionnaires. Hein. Nous, on contribue à porter les besoins de l'enfant, le niveau intellectuel de l'enfant, les capacités cognitives, oui, voilà. Et puis le désir de l'enfant. Et puis il y a les orientations en IME, en ULIS, pour des enfants qui relèvent du handicap et pour lesquels la politique inclusive trouve ses limites parce qu'ils ont besoin d'une éducation plus spécialisée et que nos enseignants ne sont pas des éducateurs spé. Merci beaucoup Marie-Pierre Loton. Si vous voulez davantage apprendre sur ce métier qu'est psychologue scolaire, PsyEN, voilà, courez acheter le bouquin chez Tom Pouce de Marie-Pierre Loton, un métier pour favoriser l'épanouissement à l'école. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Tout l'art du travail d'une éducatrice spécialisée, dites-vous, c'est d'être en relation. Oui. Je dirais c'est le point de départ, c'est le point d'accroche, c'est l'ancrage qu'on a forcément, je dirais, en tant que travailleur social quand on va, que ce soit vers un enfant, même un nourrisson, vers un adolescent, vers un parent. C'est comment entrer en relation et surtout comment respecter la personne là où elle en est dans son parcours de vie. Et comment entrer en relation quand, et là encore je vous cite, l'éducatrice spécialisée ou l'éducateur spécialisé, c'est le relou de service. Ça fait partie des qualités, des valeurs humaines qu'on doit avoir, je dirais même antérieurement à la fonction d'éducateur, mais qui vient justement se développer, s'enrichir au travers des enfants et des parents. Et c'est la manière aussi dont, je pense, on apprécie, on admire notre travail, où les personnes vont le ressentir. Et où du coup, en effet, de l'éducatrice relou ou omniprésente ou embêtante, on va passer à une personne respectueuse, car respectueuse de venir en aide à cette famille, à ses enfants. Parce qu'on la confond aussi souvent, cette personne, avec celle qui prend les enfants. Techniquement, c'est pas elle, c'est l'assistante sociale qui prend ce genre de décision. Ou alors c'est l'éducateur de l'ASE, ou c'est... Alors, celui qui prend la décision, c'est le juge des enfants, décision. Tout à fait. Mais celui qui, techniquement, ensuite, va venir retirer l'enfant. Alors, c'est les travailleurs sociaux, mais c'est surtout la brigade des mineurs, pour justement ne pas confondre après nos places, nos rôles et nos responsabilités, puisque si moi, je vais récupérer un enfant... Oui, c'est compliqué ensuite de tisser un lien. Alors là, c'est plus la relou de service, c'est l'ennemi. Exactement. Mais bon, malgré tout, il y a une forme de confusion, parce qu'après, c'est vous l'interlocutrice. Tout à fait. Et la confusion, justement, elle vient empêcher la relation, elle vient empêcher la mise en relation, parce que comment regarder une maman, un papa en face quand on est venu chercher à domicile son enfant. Alors que, et puis, c'est pas notre rôle, puisque notre rôle, justement, c'est d'accompagner après, d'accompagner le parent dans le soutien, dans l'accompagnement, dans la compréhension aussi du fait que son enfant soit confié. Et on peut pas être, en effet, à toutes les places. On parle beaucoup dans l'émission des métiers de demain, des métiers d'avenir, les métiers du futur, mais on en a une devant nous, en duplex. Ça fait quoi, une senior data scientist au quotidien ? Alors, merci pour la question. C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a autant de data scientists que d'humains existants. En fait, je pense que c'est un métier qui a une grande diversité dans le genre de tâches. Je peux parler un petit peu de mon expérience. Donc moi, je suis ingénieure de formation. J'ai fait une thèse dans l'IA. Et maintenant, je suis senior data scientist à la Lilo. Et donc, mon rôle, en fait, c'est de travailler sur tous les aspects de recherche et développement des systèmes d'IA à la Lilo pour l'apprentissage de la lecture. Donc, ça veut dire récolter des données, entraîner des modèles, les évaluer, vérifier qu'ils sont adaptés à l'usage qu'on veut en faire, et ensuite mesurer leur impact. Voilà, un peu tout ce genre de problématiques. Ça en fait effectivement des problématiques. Merci pour cette présentation. Je suis sûre que ça aidera un certain nombre de nos téléspectateurs à y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai qu'on parle régulièrement de ces métiers dans l'émission. Cet événement, il s'est voulu immersif.
c'est ce que je disais en introduction de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il s'est voulu immersif, donc en effet, les lycéens sont venus dans notre école et même au sein même de nos laboratoires de recherche, parce que le BI est une école, mais a également son laboratoire de recherche avec tous ses enseignants-chercheurs. Et on travaille sur plusieurs secteurs, domaines de recherche en tout cas. Et donc on les a vraiment fait rentrer dans nos laboratoires. Ils ont fait ils se sont mis dans la peau d'un ingénieur, on va dire. Donc, la première étape pour un ingénieur, c'est de comprendre les phénomènes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et donc là, on leur a fait comprendre le phénomène et les mécanismes qui se produisaient sur la peau quand on avait le développement de boutons et qu'on appelle donc l'acné. Donc, c'était un vrai sujet pour eux. Donc, comment l'acné apparaît ? À quoi c'est dû ? Et donc, les sensibiliser à l'aspect microbiologique, en fait, et à ce qu'il y a sur la peau. Et puis après, une fois qu'on a compris, c'est comment formuler un actif qui va permettre de réduire l'acné, donc la réaction inflammatoire qu'on a avec les boutons. Donc, quel actif pourrait agir sur ces boutons ? Donc, formuler ce produit et après vérifier, parce que c'est pas le tout, c'est vérifier que ça marche vraiment, en fait. Donc, ils sont allés en microbiologie également, après avoir formulé, ils sont allés en microbiologie pour tester l'efficacité de leur actif et de leurs produits sur la réaction cutanée. Donc, ils ont été de l'analyse à la mise en œuvre d'une solution et à la validation de la solution. Oui, c'est très concret finalement. Voilà. Mais quand vous dites qu'en fait la première chose, notamment quand un enfant est retiré à ses parents, à laquelle on devrait penser, c'est au retour. Ça devrait habiter toute l'action, si je me souviens bien, c'est ça. Exactement. Et qu'on ne fait plus du tout. Qu'on ne fait plus du tout. Comme je dirais, même avant de confier un enfant laissé à l'enfance, l'article 375 du Code civil indique bien qu'il faut d'abord voir les solutions dans la famille. Et ça ne se fait absolument pas. Depuis 2001 déjà, moi où j'exerce, on ne cherche plus du tout. Par faute de temps, et alors c'est compliqué de trouver ailleurs parce que les foyers, il n'y a pas de place. Vous passez, alors votre vie quand même d'éducatrice, c'est de passer sa vie au téléphone, de s'entendre dire non. Alors vous le racontez avec beaucoup de de joie et de bonne humeur. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est pas désagréable à lire quand on vous lit. On est juste ébahi de ce qu'on lit, mais c'est une tuerie aussi de documents administratifs à remplir, Exactement. Tout à fait. Des montagnes, quand on vous facilite pas les choses. Et le tout dans une urgence considérable. Parce Exactement. que parfois, il est 19h quand l'enfant arrive et ce serait bien qu'il ne dorme pas... qu'il dorme quelque part. Exactement. Et c'est pour ça qu'on perd le sens de notre travail, parce que moi, j'ai choisi d'être éducatrice pour être sur le terrain. Alors, d'être derrière un bureau, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent derrière un bureau, c'est bien, mais ce n'est pas notre travail, il ne se situe pas ici. Vous avez entendu beaucoup de Mozart Exactement, toutes les mélodies, je les connais, je m'en sers différemment aujourd'hui. On sort tout juste, là, il y a à peine quelques jours, quelques semaines, du sommet sur l'intelligence artificielle, qui s'est tenu lieu à Paris, au Grand Palais, qui a mis en avant l'importance grandissante de l'intelligence artificielle dans l'éducation aussi. Alors pour vous, justement, chez La Lilo, qui est un peu pionnier dans la matière, comment vous ressentez décidément cette dynamique autour de l'IA en France et dans le domaine EdTech plus particulièrement ? Je pense que c'est une grande chance d'avoir autant de visibilité pour l'IA actuellement, parce que je pense qu'on peut faire des grandes choses avec l'IA. C'est quelque chose avec laquelle il faut quand même faire attention, parce qu'il y a des utilisations qui ne sont pas éthiques, pas adaptées, et sur lesquelles on n'a pas envie forcément de mettre l'accent. Mais pour tous les domaines qui sont un peu plus éthiques, qui ont des applications utiles pour la société, donc je pense par exemple aux applications de médecine, aux applications de l'éducation, c'est vraiment une bonne chose d'avoir ce sommet qui a pu mettre un petit peu en avant ces applications et donner de la visibilité au grand public. Donc c'est vraiment une chance. Bien sûr, je pense qu'on n'a pas été tout à fait assez représenté, parce que l'éducation, ça reste quand même la base de la construction d'une société. En fait, sans éducation, il n'y a rien, on n'est pas une société civilisée. Donc je pense qu'on aurait pu avoir encore plus d'interventions qui concernent l'éducation, etc. D'autant plus que ça peut être vraiment une façon de changer l'éducation, comme vous l'avez dit dans votre question. Mélodie, vous êtes en 4e année de master. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine ? Alors au départ, j'ai pas du tout fait ce choix d'études-là. D'accord. J'ai fait à l'issue de mon lycée, donc moi j'ai l'ancien bac S, et j'ai fait une année de médecine de PACES que je n'ai pas eu, et il a fallu que je me réoriente assez rapidement. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait me laisser un maximum de portes ouvertes, tout en restant dans le domaine qui m'intéressait. Donc au départ, c'était la santé.
et la biologie plus largement. Et en fait, du coup, rapidement, j'ai découvert qu'il existait des écoles d'ingénieurs en biologie. Et je me suis intéressée particulièrement à cette école. Et j'ai rapidement fait mon choix. En fait, j'ai évidemment essayé de chercher un maximum d'écoles dans cette filière-là. Et en fait, ce qui m'intéressait déjà beaucoup, c'est le fait qu'elle ait 30 promos qui sont maintenant déjà diplômés, mais à l'époque, c'était 27. Donc, beaucoup d'alumni. Et du coup, déjà, une grande implantation dans les entreprises, dans différents corps de métier. Donc, c'est assez rassurant, déjà. Et puis, ça veut dire aussi que je pouvais aller chercher, en fait, tous les anciens de l'EBI et voir tout ce qu'ils faisaient. Et du coup, ça me montrait déjà un panel de métiers hyper rassurant. Moi qui ne savais plus trop quoi faire, au moins, je me disais, bon, bah, tout est possible. Et après, c'est aussi le fait que ce soit une petite école, entre gros guillemets, même si on est quand même 150 à 180 par promotion, mais de me dire que c'était quand même une structure qui était plus humaine comparée à ma promotion de 2400 en médecine, où là, je n'étais... qu'une faculté traditionnelle. Voilà, où je n'étais qu'une élève parmi tant d'autres. Là, il y avait aussi on nous vendait quand même une relation entre le corps enseignant et l'administration et l'étudiant que j'ai vraiment retrouvé ici, et ce qui m'a rassurée. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir été avec nous. On vous retrouve bientôt. Oui, la semaine prochaine. Merci également à toute l'équipe en régie, à la réalisation Romain Luc, au son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.